Bien, alors comme promis, nous revenons dans cette autre vidéo pour vous parler toujours de vecteurs propres et diagonalisation, mais en prenant un exercice particulier. Un exercice qu'on vous a proposé au BTS 2024 dans les spécialités IIA et MSI, réseau et sécurité, et même en télécommunication. Alors, cet exercice, en réalité, c'était la partie A de cette épreuve-là. On a proposé une fonction qui était une application linéaire définie par sa matrice. Donc, je vais à chaque fois mettre la question dont on veut résoudre. Dans la question, en fait, on nous a donné un endomorphisme U dont la matrice est donnée par, je vais rapidement vous prendre cette matrice, 1, 2, 2, ensuite 2, 1, 2, et enfin moins 1, moins 2, moins 3. Donc voilà, moins 2 ici. Ok, maintenant la première question est de montrer que cet ensemble-ci, l'ensemble de x dans grand R tel que U de x est égal à A est égal à x, on demande de montrer que ceci est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, rapidement, c'est quoi un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel? C'est d'abord un sous-ensemble non vide de cet espace qui vérifie trois propriétés. La première propriété, c'est que le vecteur nul de l'espace de départ doit appartenir à cet ensemble. Ensuite, il va falloir vérifier que deux vecteurs appartenant à cet ensemble ont pour la somme qui appartiennent aussi à cet ensemble. Et en réalité, c'est une combinaison linéaire. C'est-à-dire, si je prends le vecteur x1 et le vecteur x2, x1 et x2, qui appartiennent à mon ensemble, il va falloir que cette somme-ci appartienne aussi à l'ensemble. Donc, si je fais ça, j'ai montré que E est un espace vectoriel. C'est vrai que je vous ai parlé de trois propriétés, mais j'ai condensé les deux autres propriétés dans ceci. Parce qu'en réalité, on montre que le vecteur nul appartient à mon espace et ensuite que x1 plus x2 appartient à mon espace et que finalement, alpha x1, alpha x appartient à mon espace. Donc voilà. Donc ici, c'est lorsque x1 et x2 sont déjà dans E, il va falloir que la somme soit dans E. Lorsque x est déjà dans E1, il va falloir que alpha x soit dans E1. Mais les deux propriétés-ci peuvent être condensées comme ceci. Donc voilà, en réalité, ce que nous allons montrer sur cette première question. Alors, il est rapidement prouvé que le 0 de E appartient à E, rapidement parce que U du vecteur nul est tout simplement égal à E0. La raison est que U est un endomorphisme. C'est une application linéaire en fait. Alors, lorsqu'on a ça, on peut aussi montrer que lorsqu'on prend x1, x2, deux vecteurs de E1, alors ce qu'on aura, c'est que alpha, bien sûr aussi prendre alpha, bêta dans R. Alpha x1 plus bêta x2 appartient à E1. Pourquoi c'est comme ça? Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est comme ça. Il va tout simplement falloir montrer que le U de alpha x1 plus bêta x2 est égal à alpha x1 plus bêta x2. Ok, alors on va utiliser le fait que U est une application linéaire pour avoir des choses comme ça. Une application linéaire. Maintenant, on va utiliser le fait que x1 est un élément de E1 et les éléments de E1 sont définis de telle sorte que leur image donne exactement le même élément. Donc, on a alpha x1 plus bêta x2. Et donc, lorsqu'on a U d'un vecteur égal au même vecteur, en réalité, ça veut dire que ce vecteur appartient
à E1, selon la définition de cet ensemble E1. Donc, avec ces deux propriétés, on voit bel et bien que E1 est un sous-espace vectoriel de R3. OK, donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est voilà, avant de passer à la deuxième question, il est nécessaire pour nous de dégager une base de E1. Alors, pour faire ça, pour dégager une base de E1, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un vecteur dont les coordonnées sont x, y, z, qui appartient justement à E1, ce qui veut dire que x, U de x, y, z est égal à x, y, z. Mais U, x, y, z en réalité peut s'écrire comme un A. J'utilise maintenant la matrice de U. A, x, y, z est égal à x, y, z. Alors, je remplace A par sa valeur. 2, 1, 2, moins 2, moins 2, moins 3. Et puis, je mets x, y, z. Ceci est égal à x, y, z. Alors, ceci nous donne ce système. On aura x plus 2y moins 2z. Ceci est égal à x. Après, nous aurons 2x, 2 fois x, plus y, moins 2z. Ceci est égal à y. Et enfin, nous aurons 2x plus 2y moins 3z est égal à z. Alors, comme on a ça, ça nous donne quoi? La première équation va nous donner que 2y moins 2z est égal à 0, ce qui veut dire que y est égal à z. Donc, voilà ce que la première équation nous donne. Et maintenant, la deuxième équation, donc je précise que ceci est donné par la première équation. La deuxième équation nous donne que 2x, donc l'équation 2 entraîne 2x moins 2z égale à 0. Donc, c'est ce qui entraîne x égale à z. Donc, nous avons x égale à z, z égale à y. Alors, allons quand même vérifier dans la troisième équation pour voir si on a tout juste. On a 2x plus 2x parce que y égale à z égale à x. Bon, pour faire simple, nous allons remplacer toutes les variables par z. Donc 2z, parce que x égale à z, plus 2y, y égale à z, donc 2z, moins 3z, ceci est égal à 4z moins 3z égale à z. Donc ça vérifie la troisième équation. Donc tout simplement, x, y, z appartient à E1 si et seulement si x est égal à y, si et seulement si x égale à y égale à z. Donc on va tout simplement dire que E est engendré par le vecteur 1, 1, 1. Pourquoi ça? Parce qu'en réalité, x, y, z, un vecteur de E1 sera tout simplement égal à x, x, x. Et on met x en facteur pour avoir 1, 1, 1. Donc voilà. Donc tous les vecteurs de E1 sont engendrés par le seul vecteur-ci qu'on va appeler E1. Donc voilà, dans ceci, on va écrire E1. J'espère qu'on voit tout le monde de ce côté. E1 est engendré par le vecteur petit E1. Et donc sa base, c'est la famille formée de E1 et la dimension sera tout simplement 1 parce qu'il n'y a qu'un seul vecteur dans cette famille-là.
Donc, c'était quand même intéressant de faire cette précision. Bien sûr, on nous a demandé dans cette question de montrer que E1 est un sous-espace vectoriel et de dégager une base de E1. OK, alors ceci étant fait, nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est celle de calculer, question 2, on nous a demandé de calculer E2, ensuite de calculer E3. Alors, on a donné E2. On a donné E2, ils ont dit que E2, c'est 0, 1, 1. 0, 1, 1. Alors, pour calculer U de E2, je vais me servir de la matrice de U. Donc, ceci, ça va me donner 1, 2, 2, 2, 1, 2, moins 2, moins 2, moins 3. Et je mets à côté le vecteur 0, 1, 1. Et ceci va me donner 0, voilà 0, parce qu'on aura 0, 1, 2, moins 2, 0. Et ensuite, je passe à la deuxième composante, 0, 1, moins 1. Donc, nous avons moins 1 ici. Et enfin, nous aurons moins 1 encore là. Donc, ce qui me donne en fait moins E2. OK. Alors, E3. U3. On m'a aussi demandé de calculer U3. Alors, je vous rappelle que U3, ok, je vais mettre ça ici. U3, c'est le vecteur 1, 1, 2. Donc, le même process. Le vecteur 1, 1, 2. Donc, voilà. Allons-y rapidement. Nous aurons ici 1. Je pense. Non. Nous aurons 1 plus 2, 3. Moins 4. Voilà, moins 1. Alors ici, nous aurons 2 plus 1, 3. Moins 4, moins 1. Et enfin, 2, 4 et moins 6, moins 2. Parfait. Ce qui va me donner moins E3. Donc voilà. Donc c'est fait, nous allons passer à la question 3. La question 3 est, on nous demande de montrer que la famille appelée B formée de E1, E2, E3, que c'est une base. Alors, pour montrer que ceci est une base, je dois calculer le déterminant de cette famille. Donc, je prends le premier vecteur qui était 1, 1, 1. C'est ce vecteur-ci. Ensuite, le deuxième vecteur E2 qu'on nous a donné à être 0, 1, 1. Et le troisième vecteur E3, 1, 1, 2. OK, alors lorsqu'on fait ce calcul, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons tout simplement prendre ici le déterminant. Là, ça va me donner 1, 1, 1, 2. Ensuite, moins 0, donc cela va partir. Plus 1 fois, je croise là, on aura 1, 1, 1, 1. Donc, ce terme-ci s'annule et ceci va me donner 1. Parce qu'on aura 2 moins 1. 2 moins 1. 2 moins 1 égale à 1 et 1 différent de 0. Conclusion, B est donc une base. Une base de R3. OK. On nous a demandé aussi de déterminer la matrice de passage de la base canonique à la base B. C'est la question 4, matrice de passage. Alors, matrice de passage, pour déterminer la matrice de passage d'une base B1 à la base B2, nous devons prendre les vecteurs qui constituent la base B2 et les présenter dans la base B1 et recueillir les coefficients
pour former une base. Maintenant, lorsqu'on passe de la base canonique à une autre base, le phénomène devient plus facile parce que nous allons tout simplement prendre cette autre base-là et recueillir ses composantes, voilà, ses coordonnées et mettre ça sous forme matricielle. Donc, ce qui va nous permettre de dire que la matrice de passage, ça sera tout simplement 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2. Donc, voilà. Donc, voilà la matrice de passage de la base canonique à la base B. La base B qui est formée de E1, E2, E3. Maintenant, nous allons passer à la question 5 qui est celle de calculer l'inverse de la matrice P. Alors, pour calculer l'inverse de la matrice P, je vais vous présenter quelque chose d'assez intéressant. Lorsque nous avons, par exemple, AX égale à Y, si je mets A-1 de part et d'autre, j'aurai X égale à A-1 Y. Et je vais maintenant recueillir les coefficients ici, là, pour avoir ma matrice inverse. Alors, pour illustrer ceci, je dois donc résoudre le système X plus 0, Y plus 1, Z égale à A, parce qu'en fait, Y c'est A, B, C, si nous sommes en dimension 3. Ensuite, nous allons prendre X plus Y plus Z égale à B, et terminer par X plus Y plus 2Z égale à C. Donc, nous allons résoudre ce système en X, Y, Z et donner le résultat en fonction de A, B, C. Et chaque composant, je prends X, je recueille ses coefficients, ça va me donner les éléments sur la première ligne de ma matrice inverse. Bien, alors passons à la résolution. À la résolution, alors, on va garder la première ligne comme pivot. Et pour la deuxième ligne, nous allons faire ceci. Nous allons faire 1 moins 2. En faisant 1 moins 2, X va partir et Y va partir. Mais par contre, si on fait 2 moins 1, on va avoir Y, voilà. 2 moins 1, 2 moins 1, 2 moins 1. On aura B moins A. OK. Et je vais faire partir X dans la troisième équation en faisant 1 moins 3. En faisant 1 moins 3, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins Y, moins, faisant 1 moins 3, moins 2, moins Z, égale à A moins C. J'espère que je fais les choses correctement, oui. 1 moins 3, voilà. Et ceci, en faisant maintenant 7, je vais appeler ça 4, et appeler ça 5, garder ça à 1. Quand je fais 4 plus 5, oui, quand je fais 4 plus 5, j'ai moins Z égale à B moins C. Ce qui fait que Z égale à moins B plus C. Donc voilà Z. Je peux remonter, remplacer pour avoir X. Donc je remonte, je remplace pour avoir X. Qu'est-ce qu'on aura? On a X égale à moins Z plus A. Moins Z, en réalité, c'est B moins C plus A. Donc, je vais arranger A plus B moins C. Donc, voilà X. Ce qui va me permettre de dire que P, ma matrice inverse, P moins 1, sera égal à X, X égale à A plus B moins C. Donc, je vais recueillir les coefficients de A. Je mets là 1, moins 1. Ensuite, je m'en vais à Y. Y moins 1, 1, 0. Je m'en vais à Z. Non, pour le coefficient de A, c'est 0. Moins 1 et 1. Donc, voilà ce que nous obtenons lorsque nous calculons l'inverse de la matrice P. Donc, voilà.
Alors, l'autre question, je pense que c'est la dernière. Non? Oui, je pense que c'est la dernière. La question 6. Ah, c'est l'avant-dernière question. Question 6. Mais la question 6, on nous demande tout simplement de faire quoi? De donner la matrice de U dans la base B. Question 6. Matrice de U dans matrice de U dans B. B en réalité est formé de U1, U2, U3. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? Je vais chercher les images des vecteurs U1, U2, U3 par U et les représenter encore dans B. Heureusement, ce sont des vecteurs propres. Donc, on a même déjà calculé ça. Ceci nous a donné E1. Ensuite, on a calculé ça. On a vu que ça donnait moins E2. Ensuite, ceci nous a donné moins E3. Voilà. Donc, ce qui entraîne que on va appeler ça D, cette matrice. On aura 1, 0, 0. 1, 0, 0. Ensuite, nous aurons 0 pour E1, moins 1, E2 et 0, E3. 0, E1, 0, E2 et moins 1, E3. Donc, voilà la matrice D. OK. Donc, la matrice D est donnée comme ça. La dernière question, on nous demande de donner une relation qui lie A, P et D. Alors, cette relation, c'est tout simplement A égale à P, D, P moins 1. Bien sûr, on montre ça. On fait les calculs correctement. On calcule P fois D. Ensuite, on prend le résultat, on multiplie par P moins 1 et on va se rendre compte qu'on aura A. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait faire dans cet exercice qu'on vous a proposé au BTS de 2024 en filière IA, MSI, Télécom, RS, Réseau Sécurité. Donc, c'est ça qu'il fallait faire pour se rassurer d'avoir tous ces points sur la partie algèbre linéaire. OK, donc restez sur la chaîne Samuel Mouchili. Rendez-vous la prochaine fois pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à souscrire, à vous abonner et activer la cloche de notification. Allez, rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.